Et vous êtes de retour à l'autre monde, François Margin au micro. Alors, ça y est, je vais vous dire, j'étais un peu nerveux. C'est incroyable ce qui va débouler. Écoutez, je vais vous introduire sans plus tarder notre invité, Jacques-Antoine Normandin. Jacques-Antoine, bonjour et bienvenue sur Autre Monde. Bonjour François, je salue aussi tous tes auditeurs et auditrices à cette émission. Je te remercie de m'inviter justement à ton studio ici. Ça me fait extrêmement plaisir. Écoute, je te remercie d'être venu. C'est un événement spécial. Pourquoi? Vous allez voir, regardez ça en archive, chers auditeurs. Vous savez, toutes ces émissions-là sont gardées en archive pendant au moins 3 ans sur le site. Et puis, n'hésitez pas à les partager parce que là, ce que vous allez entendre, c'est un cours que vous auriez dû avoir. Ça devrait être un cours de base à l'école et puis tout le monde devrait savoir ça, sauf que je vais vous dire un peu la raison pour laquelle tous les premiers ministres, en tout cas une grande majorité d'eux, sont des avocats ou des gens du milieu. C'est parce qu'il y a une tranche de la réalité qui vous manque carrément. Jacques-Antoine Normandin, c'est une personne comme vous, comme moi. C'est pas aucune, tu sais, il y a rien de spécial là-dedans. Puis c'est là qui est tout de l'affaire en plus. C'est que il commence à avoir des personnes qui, dans leur parcours de vie, trébuchent sur une grande vérité, et puis quand ils se relèvent, au lieu de se secouer puis continuer leur chemin, décident finalement de pousser un peu le truc un peu plus loin, et puis ils commencent à découvrir que il y a une partie de la réalité dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, qui manquait, qui ne conceptualisait pas du tout. Et puis, pour la majorité des auditeurs aujourd'hui, ça va être de quoi qui va être tellement nouveau que vous allez vous gratter la tête et vous demander si c'est bien réel ou pas. Par contre, vous avez déjà entendu parler de ça, je suis certain. Ici au Québec, on a eu les péripéties de Glenn Langto, qui se fait appeler Guy maintenant, que j'avais déjà eu sur l'émission ici. Ça doit faire à peu près 1 an. Mais vous savez, on est un peu comme des explorateurs là-dedans, on est un peu comme les coureurs des bois, les premiers, qui commencent à défricher la forêt, puis aller voir le terrain. Et il y a différentes façons d'approcher ce dossier-là. Le grand mérite de notre invité d'aujourd'hui, c'est qu'il le fait d'une façon méthodique, et puis il va en plongeant dans le cœur de la bête. Alors, il faut quand même être assez courageux, je vais vous dire, parce que ça demande du courage, parce qu'on se retrouve après ça à introduire sur notre route des circuits de cours, des cours de justice. Après ça, vous commencez à consulter des juristes, et puis des avocats, et puis des notaires, et puis vous commencez à lire la loi. Vous commencez finalement à investir pas mal de temps là-dedans. Je suis certain que notre invité a passé déjà des dizaines, c'est pas des centaines d'heures à lire et puis à s'informer, à apprendre. C'est un peu aussi essai-erreur, sauf que je dirais qu'au point où on en est rendu, ça fait quand même quelques années que vous avez des explorateurs qui ont déjà défriché une bonne partie du terrain, et puis non seulement ont compris des concepts, mais les ont mis en application. Et puis notre invité d'aujourd'hui a même obtenu des choses assez surprenantes de la Cour, déjà. Alors des accomplissements réels. Et vous allez comprendre que ce dossier-là, ça n'a rien de farfelu, ça n'a rien de tiré par les cheveux ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont peut-être vu le chemin de Glenn Langto comme un peu nébuleux, puis il y en a qui ils ont pensé qu'elle était un peu allumée, sauf qu'elle a compris quelque chose, mais de la façon qu'elle l'a vécu, elle, c'est un peu, je dirais, au niveau spirituel, si vous voulez, dans sa s'est libérée du système, elle a du garde, là, moi j'appartiens plus là-dedans. Sauf que, j'ai l'impression que c'est un peu s'exposer les flancs au danger puis aux coups inutiles aussi, parce qu'il y a moyen de, un peu comme dans les arts martiaux, d'apprendre à se défendre et puis apprendre aussi à porter des coups et puis finalement faire notre place, parce que dans la société dans laquelle on vit, on est censé d'avoir le peuple en haut de la pyramide, après ça le gouvernement qui est à notre service finalement, qui est notre représentant, puis les corporations tout en bas. Sauf que avec les dernières décennies, on a inversé la pyramide, puis on se retrouve avec finalement le milieu financier, les corporations qui sont au-dessus. Vous avez les gouvernements qui sont contrôlés par eux autres, puis qui reste en bas? Vous, moi, Monsieur Normandin, hein? Donc on se retrouve à peu près là. Et puis ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de comprendre mieux le système techniquement. Vous allez voir, c'est assez complexe pareil. On va essayer de définir les termes au fur et à mesure qu'on va avancer, pour que vous compreniez de quoi qu'on parle, parce qu'il y a des termes à définir, peut-être des termes qui vont être complètement nouveaux pour vous. Et puis, vous devez comprendre qu'est-ce qu'ils signifient, parce que c'est comme des blocs de base sur lesquels, après ça, on va bâtir pour comprendre réellement la structure dans laquelle on vit. Puis, après ça,
s'en libérer, quoi. En tout cas, ou la mettre en échec, c'est-à-dire pouvoir la dompter puis l'avoir sous contrôle au lieu d'être contrôlée par elle, vous comprenez? Alors, je vous invite à suivre attentivement. Je vais aussi ouvrir les lignes dans à peu près une demi-heure. On va faire une pause musicale dans une demi-heure, un coup qu'on va commencer à défricher le terrain. On sait que l'émission est surtout écoutée en podcast par après, donc c'est rare qu'on ait des appels. Mais en tout cas, les lignes vont être ouvertes et puis vous avez des possibilités d'appeler. En tout cas, vous avez des questions. Ben, tant mieux pour vous. Posez-les, ça va faire plaisir. Mais on va commencer avec finalement qui est Jacques-Antoine Normandin. Jacques-Antoine, est-ce que tu peux un peu te décrire, parler, t'identifier? Oui, écoute, je suis un briqueteur maçon de métier. J'ai 59 ans. Ça fait environ une quinzaine d'années que je fais ça. J'ai travaillé un peu là-dedans auparavant, mais j'ai 2 faillites dans ma vie et puis ça m'a forcé vraiment à étudier le droit, à comprendre ce qui m'est arrivé. Je suis un autodidacte, donc j'ai pas appris ça à l'université. Je ne suis pas sous aucun serment de confidentialité comme les avocats et les juges, mais j'ai étudié le droit et je l'ai étudié à fond, si on veut. J'ai étudié tout ce qui peut embarrasser le système. Je l'ai étudié parce que c'est notre système politique et surtout l'administration de la justice qui nous contrôle, qui nous dirige, qui nous oriente et on n'a pas d'identité. Et quand tu n'as pas d'identité, tu es à la merci de tout le monde. Tu n'es rien. Donc, ceux qui te dirigent, dans le fond, possèdent la loi, appliquent la loi, exécutent la loi, alors que vous ne savez pas si vous êtes vraiment celui ou celle qui est concerné par cette loi-là. Et souvent, vous êtes puni d'avoir tout simplement enfreint une loi ou commis une infraction, alors que ce reproche-là de l'administration de la justice ne vous vise pas directement. Vous savez, je regarde Victoria Joyce qui disait aux États-Unis qu'il faut être honorable, il faut toujours être honorable, il faut pas contester. Et j'ai appris que oui, elle avait raison. Donc, normalement, on ne devrait pas contester un ticket, mais on a, par contre, toute la capacité de le payer, parce que c'est le gouvernement qui possède vos biens. Les biens de tout le monde appartiennent à l'État. L'être humain n'a aucun droit de propriété, il ne peut même pas posséder un compte de dépôt bancaire. Et puis, pour vous faire la preuve de ça, et ce qui vraiment distingue l'être humain de la personne juridique, donc de la personne physique, c'est comment je peux dire, donc c'est la loi elle-même qui le fait. Et par cette loi-là, tu n'as qu'à demander au gouvernement, tiens, mettons que ce soit un courrier du gouvernement ou du ministère de la Justice, tu as juste à demander au gouvernement ou au ministère de la Justice, à son représentant, de mettre sur ton adresse l'être humain, Jacques-Antoine Normandin ou l'être humain Joe Blow, peu importe le nom, demandez qu'on précède de votre prénom et de votre patronyme, donc de votre nom de famille, le mot être humain, l'expression être humain. Ils le feront pas. Et le gouvernement lutte présentement pour ne pas faire reconnaître l'identité de l'être humain. Et quand on lutte pour ne pas faire reconnaître l'identité de l'être humain, c'est qu'il existe. S'il n'existait pas, on ne lutterait pas. Et pour l'État, nous sommes tous des personnes juridiques. Une personne juridique, c'est soit une personne physique, appelée aussi à raison sociale, ou entreprise individuelle, ou une personne morale, qui est une corporation. OK, là, je t'arrête parce que là, on touche exactement 3 concepts importants. Tu as parlé d'identité, je vais y revenir. Puisqu'on parle de personnes légales et personnes naturelles, je vais éclaircir ça tout de suite. OK. Là, écoutez, chers auditeurs, vous êtes dans la vie, vous êtes nés. Quand vous êtes né, vous étiez là, on peut vous toucher, là, il y a de la chair, des os, vous avez des cheveux, là, il y a une personne, un être humain qui est là. Ça, c'est une affaire, puis c'est ce qu'on pense. On pense que c'est la seule chose qui existe finalement. On pense qu'il y a un être humain qui est là. Ça, c'est la personne, en fait, en chair et en os, l'être humain comme Jacques-Antoine l'appelle. Puis après ça, vous savez probablement tous que vous avez, bon, le gouvernement, les corporations, ces trucs-là, ces sociétés, ce sont des créations qui sont imaginaires, des créations qui sont fictives, des entités qui sont fictives, qui n'existent pas réellement, qui n'existent seulement que sur papier. Et puis là, ce que vous devez comprendre, c'est que à votre naissance, et aussi au moment où on vous donne votre numéro d'assurance sociale, on crée avec votre nom,
à partir de votre être en chair et en os, une personne qui s'appelle une personne juridique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Jacques-Antoine, qu'on crée une personne juridique? La personne juridique, par elle-même, est créée au moment de ta naissance. C'est le gouvernement qui te donne ton nom. C'est-à-dire, il reconnaît ton nom le jour de ta naissance. Et alors que tes parents t'ont pas encore identifié. J'ai l'exemple de ça avec un de mes clients qui m'a apporté son document. Le jour de sa naissance, c'était marqué « bébé un tel ». OK? Il n'y avait pas de prénom. Tu reçois les prénoms de tes parents le jour de ton baptême. Et moi, à la Cour, j'ai fait reconnaître, par la Cour du Québec, 2 identités avec 2 dates de naissance différentes. Donc, si tu vas à l'article 5 du Code civil du Québec, on dit bien que tu exerces tes droits civils par le nom que tu as reçu au moment de ta naissance. Donc, par le nom que le gouvernement t'a donné. Que le gouvernement t'a donné, exactement. Donc là, je t'arrête encore, c'est que là, tu es en train de dire que, boum, on arrive, on accouche, toi puis moi, assez spécial un matin, pouf, on a un bébé. Oui. OK? Avant même qu'on y donne un nom. Que tes parents lui donnent un nom, que les parents donnent un nom au bébé. Le gouvernement, légalement, l'identifie déjà. Il l'identifie comment? Il donne un numéro? Il donne quoi? Lui, le gouvernement, ce qui arrive, c'est qu'automatiquement, dans ses registres, sans doute, qu'il va t'immatriculer. Tu reçois une forme d'immatriculation qui précède ton immatriculation d'assurance sociale. Mais aujourd'hui, ils ont modifié. Parce que paraît-il que même dans le sein de la mère, l'enfant a une immatriculation d'assurance sociale. Incroyable. Mais le jour de ton baptême, tes parents te donnent ton identité. Mm-hmm. Et moi, c'est le registraire, c'est le RDPRM, le Registre des droits personnels et réels mobiliers, ici à Montréal, qui a reconnu mes 2 identités. Donc, c'est le ministère de la Justice lui-même. Je suis allé chercher de l'information sur Jacques Normandin. Ça m'a coûté 8 $. Et puis, là, on m'a sorti l'information pour Jacques Normandin. Et ensuite de ça, on m'a dit, coudonc, il y a quelqu'un d'autre dans votre dossier. Fait que j'ai dit, ben, donnez-le moi, tu sais. Ben, ils ont dit, ça va vous coûter encore 8 $. Ben, j'ai dit, voyons donc. J'ai dit, je vous l'ai demandé pour Jacques Normandin, là, j'ai pas demandé pour personne d'autre. Fait que, ils ont dit, non. Ils dit, écoutez, c'est vous, mais ça va coûter encore 8 $. Donc, là, j'étais curieux. Donc, j'ai donné un autre 8 $. Et là, on m'a apporté l'autre identité. Et l'autre identité, c'est à cause de mon annulation de mariage de l'Église. Donc, si on veut, puis ça, j'ai pas à le cacher, c'est quand même la réalité. Dans le premier document, qui est la personne physique, on disait Jacques Normandin divorcé de Christiane Papineau. Et dans l'autre document, on disait Jacques-Antoine Pierre Normandin séparé de corps de Christiane Marie-Reine Papineau. Donc, ils ont reconnu les 2 distinctions, les 2 entités distinctes. Et moi, j'ai fait reconnaître ensuite de ça à Québec, devant l'honorable juge François Godbout, les 2 identités. Et à partir de là, on a fixé 2 dates de naissance. Donc, c'est la Cour du Québec qui a fixé 2 dates de naissance dans une poursuite contre la Caisse populaire des Jardins. Et c'est là qu'ils ont reconnu que l'être humain naît le jour de son baptême, pas le jour de sa naissance. Donc, l'article 5 du Code civil stipule que tu exerces tes droits civils le jour de ta naissance, par le nom, donc par le patronyme, pas par ton prénom, mais par le nom. Et vous savez qu'on confond souvent les termes. Et moi, j'ai poussé plus loin la question de l'identité en prenant tout simplement tout ce qui concerne l'avortement. Et là, ben, c'est certain que je suis allé dans le Code criminel. Et là, vous allez aller à l'article 223.1 et 238.1 du Code criminel qui stipule que l'enfant n'est pas humain. C'est bizarre à dire. À l'article 223, on dit que l'enfant n'est pas humain. Et à l'article 238, on dit que si l'enfant était humain, l'avortement serait un meurtre. Mais ça s'est appliqué seulement pour les besoins de la scientologie juridique, donc de la science de la justice. Mais le Christ lui-même, dans le sein de sa mère, la Vierge Marie, ou Marie pour d'autres, écoutez, le Christ lui-même était un être humain dans le sein de sa mère au moment de la fécondation, peu importe de quelle façon. Vous comprenez? Et moi, dans ma foi à moi, pour moi, un être humain, un enfant, c'est un être humain. Il n'y a aucune autre signification sur la planète que enfant humain. C'est seulement ici au Québec qu'on a commencé à dire, parce que ça protège les avocats et les juges d'un meurtre. Ça protège les députés et les ministres de commettre justement un meurtre ou l'homicide qui est interdit par le 5e commandement de Dieu. Homicide, point ne sera de fait ni volontairement. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un.
Donc là, Jacques-Antoine, ça veut dire que si on n'a pas fait, comme tu as fait, reconnaître l'être humain, Oui. ça veut dire que les gens traversent la vie finalement comme étant la vie finalement comme étant une fiction juridique. Ce qui est malheureux à l'intérieur de ça, c'est que non seulement enfant, mais adulte, tu n'es pas considéré un humain. Incroyable. Donc, tu n'es pas du règne humain, tu n'es pas du règne animal, tu n'es pas du règne végétal, ni du règne minéral. Tu es tout simplement du règne commercial. Exactement. Tu appartiens à l'État, tu es une propriété de l'État, donc ton corps, sans âme, parce que le gouvernement ne croit pas en l'âme, lui, tu comprends, puisque Ouais. pour lui, un enfant n'est pas humain. Donc, le gouvernement ou l'administration de la justice ou l'école de pensée de l'administration de la justice ici au Québec fait que l'être humain n'existe pas. Nous sommes seulement juridiques. Nous avons une identité juridique, une existence juridique et rien de plus. L'humain est juridique et c'est bizarre à dire parce que j'ai eu un jugement cette année, le 11 janvier, qui a été rendu par Louis Legault, le juge Louis Legault de la Cour du Québec, dans lequel il dit « Vous n'avez pas le droit de posséder plus qu'une personne juridique. » Et il me disait ça. Puis c'est drôle, c'est bizarre parce que tu peux aller chercher une immatriculation d'assurance sociale qui te crée automatiquement une raison sociale qui est une autre personne physique. Tu peux aller chercher une corporation qui est encore une personne juridique, mais qui est une personne morale. Donc, tu as la personne physique, tu as la personne morale. Et même dans la loi du barreau du Québec, écoute, ils fonctionnent seulement, eux autres vont poursuivre des personnes physiques ou des personnes morales. Et l'être humain, ils peuvent pas le poursuivre. Et ils luttent présentement pour reconnaître, pour ne pas reconnaître, si tu veux, l'identité de l'être humain. Parce qu'éventuellement, si tu connais tes droits, tu représentes la personne physique devant les tribunaux. Tu n'es pas cette personne physique-là. C'est ça. Tu comprends? Et ça. c'est pas une question de contester une infraction ou quoi que ce soit, c'est de dire, aujourd'hui, j'ai les moyens de payer l'infraction parce que c'est le gouvernement qui s'est approprié mon identité pour en faire une banque. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je veux posséder cette banque-là pour payer les infractions qu'on me reproche. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Ça, c'est un sujet en soi. Là, on va y revenir probablement après la pause. Écoutez, là, ça c'est une affaire des plus importantes, mais c'est, je dirais, une des ramifications avant qu'on explique le tronc commun. Mais c'est absolument incroyable. Vous allez comprendre, chers auditeurs, que il existe des choses que vous savez même pas qui existent et puis que vous avez accès. Et puis, le fait, c'est qu'on n'est pas éduqué, on n'est pas informé, et puis personne ne le sait, et puis on continue comme ça. Là, il y a un point que je veux introduire, parce que tu y as touché, je vais donner un autre exemple, parce qu'il y en a qui vont déjà un peu se gratter à la tête et en hallucinant, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe là? Là, déjà, ce que je voudrais vous dire, chers auditeurs, c'est que tout ce que Jacques-Antoine vient de dire, c'est tel quel. Vous pouvez aller voir, aller lire les codes, aller faire tout ce que vous voulez. C'est tel quel, ok? C'est pas des choses qu'on pense ici un matin, là. C'est exactement de la façon que le système fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais vous allez comprendre très clairement. Selon la Constitution du Canada, ou je crois que c'est la Charte, je crois que c'est la Constitution du Canada, le fédéral n'a même pas le droit d'imposer le labeur des individus, des personnes, des êtres humains. C'est en fait dans la juridiction des provinces. Les provinces peuvent imposer les particuliers, mais pas le fédéral. Alors comment le font-ils? Vous savez, ça a été en fait imposé dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale pour soutenir l'effort de guerre. Ça aurait été censé être aboli tout de suite après, sauf qu'évidemment on a continué. C'est une belle vache à lait, vous savez, le peuple. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que puisqu'on peut pas légalement aller vous imposer vous, on vient imposer votre personne juridique, votre personne légale, que vous représentez à votre insu. Puis c'est ça toute l'affaire là-dedans, c'est que vous avez ce qu'on appelle un homme de paille qui existe, qui est cette personne juridique. Et puis, quand vous arrivez dans la cour, parce que, bon, différentes raisons, quoi que ce soit, vous recevez même des comptes de téléphone, c'est adressé à votre personne juridique, à votre personne légale, et non vous, en chair et en os. Mais vous représentez cette entité-là, et c'est comme ça que légalement, vous retrouvez à être responsable de tout ce qui se passe. Sauf que mon invité, moi-même, et puis plusieurs autres ici au Canada, vous avez même le Parti Action Canada qui parle de ça, ok? Vous avez un parti politique au Canada qui en parle ouvertement de ces choses-là.
ne souffre pas d'un problème de dédoublement de la personnalité ou il n'a pas créé non plus un clone. Quand on parle, il y a deux personnes, deux dates de naissance, là, c'est pas parce qu'on est sous médication ici, c'est littéralement ce qui se passe, OK? Vous devez comprendre que votre personne est scindée en deux, donc vous avez une personne qui va à travers la vie, qui respire, qui mange, qui boit, puis tout, vous avez une autre entité qui est commerciale, qui, elle, finalement, est une fiction que vous représentez, mais qui aussi peut servir comme un tremplin pour gérer bien des affaires. C'est pas nécessairement mauvais, sauf que quand on n'est même pas conscient qu'on représente cette personne-là, et puis qu'après ça, on arrive comme dans le système, comme Jacques-Antoine en parlait, on arrive en cours. C'est un peu la raison pour laquelle on se sent un peu comme esclave ou pris dans un système qui est prenant parce qu'on comprend pas son fonctionnement, puis il est un peu fait pour ça aussi, pour nous cerner. Sauf que quand on commence à s'armer et à comprendre, comme Jacques-Antoine l'a fait, ben on arrive à ce moment-là à pouvoir se défendre et à dire, écoutez, ouais, ça oui, ça non, ça, écoute, t'es complètement hors de ta juridiction, ça, t'as aucun droit de... On commence à un peu plus se faire respecter. C'est pas une question, il y en a beaucoup qui vont associer ça, j'en parle souvent autour de moi, puis j'ai des commentaires comme « Ah, il veut pas payer d'impôts, ah, il veut, s'il veut... » Ça dépasse les questions d'argent, ça dépasse les questions de vouloir s'échapper du système ou quoi que ce soit. C'est une question, je dirais, de retrouver notre vraie identité. 2, de pouvoir se protéger et puis de pouvoir agir dans un système d'une façon qui soit fonctionnelle au lieu de s'en aller à tâtons dans le noir puis se cogner la tête un peu partout. Puis 3, c'est une question de liberté, là, c'est une question de rétablir la structure du système comme est censé l'être au lieu d'avoir un système qui nous écrase. On est censé avoir un système qui nous sert. On se comprend-tu? Oui, oui. Donc, j'aimerais ça que tu poursuis. Tu étais déjà bien parti. Oui. Question, te parler tout de suite en partant d'identité. Oui. Écoute, ça, c'est la base, premièrement, du fonctionnement de notre système. Hein. Tu n'as pas d'identité, automatiquement, tu n'es pas concerné dans le système, ni en matière politique, ni en matière démocratique, ni en matière juridique. Puis là, je t'arrête assez encore. On parle pas d'identité, savoir, je suis pacifique ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. On parle de ton identité, de ta création, de ta créature, toi. C'est ça. Face à la création de Dieu, hein. Parce que la planète, c'est, peu importe quel Dieu on parle d'une création divine. On est des êtres humains, peu importe la couleur, la race, l'origine, la religion, quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut savoir s'identifier. Puis, ayez pas peur des mots, chers auditeurs. La loi, le système au complet au Canada est basé, le chef suprême, si vous voulez, la loi suprême, c'est la loi de Dieu. C'est basé là-dessus. Vous allez à la cour, vous savez, c'est la Bible. Et puis... la Charte canadienne est fondée là-dessus. Hein? Le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Voilà. Et la suprématie de Dieu, ce n'est pas le droit. Le mot droit, là, le mot juridique, ça veut dire effet de droit. Et s'il n'y a pas de portée juridique aux lois, comme ici au Québec, il n'y a pas de constitution, on ne l'a jamais signé, donc il n'y a aucune portée juridique, il n'y a pas d'effet de droit. Donc, c'est l'article 33 de la Charte canadienne qui a établi le fait qu'on abolit toute garantie juridique et même qu'on abolit même la reconnaissance de votre identité. C'est l'article 33 de la Charte canadienne. Et quand Paul Martin avait demandé à Stephen Harper s'il voulait toucher à cette disposition, l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, automatiquement, Harper n'a pas voulu débattre de ça, il n'a même pas voulu en parler. Mais je vais revenir sur la question de la Constitution et de l'identité de l'enfant. Vous savez, habilement, l'administration de la justice a créé 2 constitutions au Canada. Il y a une constitution pour la personne physique, et la Constitution, il y a une Constitution aussi pour l'être humain. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, par l'article 93, qui reconnaissait l'enseignement de la religion catholique et protestante dans les écoles au Canada, fait que cette Constitution-là appartenait à l'être humain. Et quand on a aboli l'article 93, on a créé cette Constitution-là seulement pour la personne physique. Et la personne physique, automatiquement, le gouvernement, il est juridique, il est fictif. Et il peut transformer à sa façon et à son bon besoin à lui, c'est-à-dire on parle du gouvernement, on parle de nos dirigeants politiques, ils peuvent transformer cette constitution-là selon leurs besoins à eux et non selon les besoins des sujets de Sa Majesté. Au fait, je suis un monarchiste catholique, donc je suis le gardien, si vous voulez, des intérêts des sujets de Sa Majesté au Canada. Je connais ce système-là dans le sens où je peux vous expliquer quels sont vos pouvoirs à l'intérieur de la monarchie constitutionnelle. Et ici au Canada, on s'est jamais débarrassé de la reine, on usurpe
Donc, chaque député, chaque ministre est devenu un petit roi, une petite reine, et c'est eux qui se sont appropriés les pouvoirs du gouverneur général depuis 1985. On pourrait descendre plus bas, mais je veux pas vous engorger de toutes ces connaissances-là, c'est beaucoup trop compliqué. Mais depuis la dévolution du gouverneur général en 1985, aujourd'hui, le gouverneur général se trouve à être soumis au premier ministre du Canada, de la même façon que le premier ministre du Canada, il est soumis à la Banque du Canada. Vous comprenez? Il n'y a aucune souveraineté. Le souverain ici pour le Québec, c'est le barreau du Québec. J'allais dans un dossier parce qu'il n'y a pas de constitution, il n'y a absolument rien. Donc, il fallait que l'administration de la justice continue à s'appliquer. Et c'est le barreau du Québec qui se trouve à appliquer l'administration de la justice et les lois ici au Québec. Mais l'identité elle-même, c'est pas compliqué. C'est reconnu à l'article 1 du Code civil du Québec. Hein? L'être humain possède la personnalité juridique. L'être humain, il, a pleine jouissance des droits civils. Et cet même article-là se répète à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et la semaine dernière, j'ai passé en cours dans le dossier de Mme Lorenzo Beaudoin et j'ai fait rédiger sur un papier, parce qu'elle ne voulait pas s'identifier, puis on l'emprisonnait pour outrage au tribunal, seulement parce qu'elle ne voulait pas s'identifier. Pourtant, il n'y avait aucun reproche criminel ou quoi que ce soit là à sa charge. Puis là, les avocats voulaient pas qu'elle soit emprisonnée, ils savaient pas quoi faire. Puis là, on est venu me voir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé tout simplement l'article 1 du Code civil en disant « L'être humain, Madame Lorenzo Beaudoin, sans immatriculation d'assurance sociale, possède la personnalité juridique Lorenzo Desrosiers Beaudoin, immatriculé d'un numéro d'assurance sociale. » Il, l'être humain, Madame Lorenzo Beaudoin, a pleine jouissance des droits civils. Écoutez, je lui ai dit de lire ça, puis ensuite de ça, qu'elle donne son permis de conduire au juge, mais entre vous et moi, elle n'a pas la pleine jouissance des droits civils parce qu'il n'y a pas un avocat et il n'y a pas un juge qui veut mettre des noms à l'article 1 du Code civil, de la même manière qu'ils ne veulent pas mettre des noms à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un juge qui veulent faire ça. Ils sont tenus par un serment de discrétion, un serment de confidentialité, le même serment que Marc Bellemare vient d'être levé là, présentement dans le fameux débat avec le dossier Charest-Bellemare. Mais toute l'identité est là. Donc, vous avez l'article 1 du Code civil, l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, l'article 223.1 du Code criminel, l'article 238.1 du Code criminel. Et si vous achetez le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid, dans la définition du mot conception, vous allez voir que l'enfant, il est juridique au moment de la fécondation de l'ovule. Et je veux rassurer les femmes ou les hommes concernant la question de l'avortement. Vous savez que moi, dans tout ce que je fais, je ne touche pas à la question conscience des gens sur l'avortement, ça ne me concerne pas. Ça, c'est quelque chose de complètement privé, personnel. C'est en votre âme et conscience, et moi, je ne veux pas toucher à ça. Moi, j'ai utilisé les dispositions du Code criminel sur la question de l'avortement seulement pour faire reconnaître votre identité. Étant donné que l'être humain ne possède rien, si une femme ou une jeune fille tombe enceinte, si elle connaissait ses droits, elle est en droit de demander au gouvernement tout l'argent nécessaire, sans même lui remettre cet argent-là, parce qu'il n'y a rien qui vous appartient, tout appartient à l'État, de A à Z. Vous êtes les mendiants de la personne juridique qui vous a été confiée, et cette personne juridique-là, c'est une personne physique qui possède une immatriculation d'assurance sociale. Là, chers auditeurs, je tiens à vous dire, parce que je vois mon invité ici de l'autre côté de la fenêtre, et puis je vous dis, tout ce qu'il vient de vous dire, là, il n'y a aucune note, il n'y a rien lu, là, OK? C'est un homme exceptionnellement bien informé, et puis tu as soulevé plusieurs points qui méritent d'être éclaircis, puis après ça, on va partir en pause. Je vais te poser 3-4 questions, je vais te laisser répondre, puis après ça, on va y aller. La première, tu parlais d'être humain versus personne physique. Qu'est-ce que tu veux dire par personne physique? La personne physique, ça, c'est le nom qu'on donne, premièrement, dans la loi, à tous les gens qui sont concernés par la loi. Une personne physique, c'est une personne qui est taxée. C'est la personne juridique, finalement. Comment? C'est la personne juridique, finalement. C'est la personne juridique. C'est tout ça. Ce qui est juridique est taxé. C'est tout ça. Ce qui est taxé. C'est ça. Alors que l'être humain n'est pas juridique, n'a pas d'immatriculation d'assurance sociale, n'est pas taxé et ne paye pas d'impôts. OK. Sauf que c'est bizarre de payer de l'impôt, alors que le numéro d'assurance sociale, qui vous a été confié par l'État, appartient à l'État. Votre compte bancaire appartient à l'État.
Vous savez, il y a 44 milliards d'argent en billets de banque, on appelle ça de l'argent fiduciaire, qui est en circulation présentement. Et c'est avec ça qu'on réussit à vivre, nous, qu'on fait rouler l'économie, les gens comme vous et moi. Alors que la dette nationale au Canada est de 1410 milliards de dollars. Donc, enlever 44 milliards en argent fiduciaire, il reste 1410 milliards qui est de l'argent scriptural, donc les billets de banque et la monnaie n'existent pas. Elle n'est pas fondée là-dessus. Donc, vous êtes en droit aujourd'hui de payer seulement 3% de tous les dettes qui vous sont réclamées par n'importe qui, parce que vous avez le droit de vous limiter à l'argent qui a été créé pour l'être humain. La journée qu'on va abolir les billets de banque et la monnaie, on vient tout simplement d'abolir l'existence de l'être humain dans la seule souveraineté qu'il possède, de pouvoir lui-même faire des transactions entre êtres humains à partir des billets de banque, donc des billets entre êtres humains à partir des billets de banque, donc des billets, des coupures, si vous voulez, fiduciaires. L'argent scriptural, ça c'est de l'argent qui est fait d'un trait de plume, qui s'efface d'un trait de plume. Elle n'existe pas sur le marché. Et il y a une autre forme d'argent qu'on appelle l'argent divisionnaire. Ça, c'est de l'argent qu'on donnait à la reine. Ça, normalement, ça serait censé être soit des lingots d'or ou ces choses-là. Et ça, c'est une valeur réelle. Alors que là, présentement, il n'y a aucune valeur réelle sur l'argent fiduciaire. La fiducie, vous savez que c'est un acte juridique implicite. Implicite veut dire fictif. C'est pour ça qu'on a joint un billet de banque à ça dans la question des transferts sur la fiducie pour lui donner une forme de valeur, mais c'est de la fiction. Tout est fiction. OK. Deuxième affaire. Ce qui est important pour la conceptualisation de ceux qui vont écouter cette émission-ci, c'est que vous devez comprendre qu'il y a différents systèmes juridiques. Ok, on parle de la common law, où c'est que nous, les êtres humains, sont censés fonctionner. Et puis vous avez ce qu'on appelle la loi commerciale. La loi commerciale qui a ses propres, je dirais en anglais, set de lois, si vous voulez, ils ont leur propre livre, c'est comme une société, si vous voulez. Et puis, ce qui arrive, c'est que quand on parle de personnes légales et d'êtres humains, en chair et en os, on parle de deux juridictions différentes, deux systèmes de loi qui sont différents. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on essaye de nous absorber, de nous attirer, nous, comme êtres humains, dans le cercle de leur cours à eux, dans leur juridiction commerciale. Et puis là, on se trouve à opérer dans un système, bien souvent qu'on comprend pas, qu'on connaît pas réellement, parce qu'on comprend pas non plus la distinction entre ces deux mondes juridiques-là. Et puis deux, ce qui arrive, c'est un peu comme que tu disais, Jacques-Antoine, c'est que quand tu arrives en cours, c'est un peu n'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent te traiter comme tu veux parce qu'ils sont en train de s'occuper de ta personne légale à toi, puis elle leur appartient dans un certain sens. Voilà. Là, il y a une affaire que je veux que tu clarifies parce que tu disais que selon la charte, l'article 1 de la charte, la personne juridique nous appartient. Mais elle a été créée par le gouvernement, donc elle appartient aussi au gouvernement. À qui elle appartient finalement à la base? La personne juridique, on dit l'être humain possède. Elle ne nous appartient pas. Nous sommes les possesseurs, si tu veux. Donc, on nous l'a confié, mais sans contrat. C'est un peu comme un shareholder. Oui, quelque chose comme ça. Tu sais, mais sauf qu'il y a aucune condition, il y a pas de contrat face à ça. Quand le gouvernement t'a confié ton immatriculation d'assurance sociale, c'était pour te permettre de travailler. Est-ce normal aujourd'hui que ça prend une permission pour travailler? Incroyable. Est-ce que c'est normal? Je l'ai soulevé dans une cour à Joliette. Et écoutez il y avait des policiers en arrière. J'ai dit, écoutez, si vous voulez abolir la criminalité, permettez aux gens de travailler. Ce n'est pas censé humainement être nécessaire de posséder une permission de l'État pour travailler, que ce soit dans la construction ou quoi que ce soit. Et je trouve ça d'autant plus aberrant on dit que nul n'est censé ignorer la loi, alors que quand tu parles devant les tribunaux, si tu n'as pas d'avocat, automatiquement, les juges et les avocats utilisent l'article 75 et 76 du Code de procédure civile ou 679 du Code de procédure pénale.
c'est 279 ou 185 du Code criminel. Ils utilisent toutes ces dispositions-là pour dire que c'est frivole, farfelu et que ce n'est pas cohérent et tout ça. Et toi, tu n'as pas le droit de faire de signification par huissier. Tu n'as pas le droit même d'arriver devant la cour avec des documents bien formulés. Automatiquement, ils ne reconnaissent pas ça. Il y a seulement les avocats et les juges qui sont intelligents. À la cour, l'être humain n'est pas reconnu. Nous sommes absolument à rien. Parce que tu es dans leur cour. C'est dans leur cour, c'est dans leur juridiction, c'est un commerce. C'est ça. C'est la commercialisation de l'administration de la justice. Ils n'ont aucun intérêt à vous aider. Et en justice, n'oubliez pas qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais celui qui gagne tout le temps à l'intérieur de ça, c'est l'administration de la justice. Écoute, ils font les lois, je veux dire. Voilà, donc, ils font les lois. Donc, pour dresser un petit tableau, juste avant de partir à la pause, visualiser une cour où vous, je sais pas, vous êtes cité pour quoi que ce soit, OK? On dirait un billet de contravention, tiens. Donc, vous présentez à la cour, et puis la première chose que la cour doit établir, c'est est-ce que vous représentez votre homme de paille? Si le lien n'est pas là, la personne qu'ils vont appeler, qui va porter le même nom que vous, finalement, le juge appelle une fiction. Si la fiction ne se présente pas, c'est pas représenté par un humain, un être en chair et en os, il n'y a rien qui se passe, ils sont pris avec leurs problèmes. Ouais, ils sont jugés par défaut. C'est ça. J'en ai fait l'expérience, moi, justement, à Valleyfield, devant l'honorable juge Claude Monpetit. Il y avait le jugement du juge Godbout devant lui, donc il l'avait lu. Donc, c'était Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin qui était devant le micro, qui était devant lui, à la cour, et c'est tout enregistré. Et ce qui est arrivé, c'est que là, il dit, écoutez, vous n'êtes pas avocat, vous n'avez pas le droit de représenter Jacques Normandin. Parce que moi, Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, j'ai pas de numéro d'assurance sociale. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai joué le jeu, et lui, il m'a forcé à jouer le jeu. Et il dit, on va appeler sur l'intercom Jacques Normandin, puis s'il se présente pas, on va rendre jugement par défaut. Donc, il a fait ce qu'il a dit. Donc, il appelle sur l'intercom Jacques Normandin. Moi, j'attends devant le micro. Mais il savait que, dans le fond, il y a une confusion, là. Il essaie de confondre alors qu'il n'y a pas de confusion dans mon livre à moi. Parce que je suis le représentant, mais je suis pas le propriétaire. Je suis pas l'administrateur de Jacques Normandin. On m'a donné tout simplement un titre de représentant de Jacques Normandin. Donc, il s'est pas présenté. Et ce qui est arrivé, c'est que le juge, il dit, écoute, il dit, il est pas ici. Donc, je vais rendre jugement par défaut. Fait que là, j'ai dit au juge, j'ai dit, vous savez qu'on est en contrat à la cour, donc il n'y a pas le droit de refuser une contre-offre. Donc, j'ai demandé au juge de me permettre de trouver Jacques Normandin et de l'emmener devant lui. Fait qu'il m'a donné une semaine pour le faire. Et là, il m'a dit, c'est bien mieux de pas être vous qui allez être ici. Écoutez, il y avait le jugement du juge Godbout devant lui. Il savait que si j'étais pas là, personne n'était là. Et moi, j'ai respecté la philosophie ou l'école de pensée de Victoria Joyce qui dit qu'on doit être honorable. Donc, quelques semaines avant, j'avais envoyé tout simplement un montant de 250 $ pour assurer comme caution le paiement advenant là, que je perds dans cette cause-là. Et en fin du compte, c'est certain que je me suis pas présenté 7 jours plus tard. Et là, il a rendu son jugement, mais il savait que je pouvais pas être là. Mais le montant avait été payé précédemment et ils ont pris cet argent-là quand même, ils l'ont encaissé. Eux, c'est de l'argent qu'ils veulent. L'être humain, ils en veulent pas. Il n'y a pas aucun respect c'est sa pour l'être humain. C'est sa capacité à générer des profits et de l'argent qui est finalement le but quasiment de tout ce système-là. C'est de générer de l'argent, c'est de créer de l'argent, vous comprenez? Et l'État, c'est une entreprise privée. Ouais. L'État vient chercher 70% de vos revenus, directs ou indirects. Quand quelqu'un est malade, c'est payant pour l'État parce qu'on crée des emplois, on crée de la consommation, c'est tout taxé. C'est ça. Le CHUM ici à Montréal, combien que vous pensez que le gouvernement va aller chercher en valeur immobilière, là? Vous comprenez? C'est à lui. Il est propriétaire de tout. De votre compte de banque, il est propriétaire de tout. La seule chose qu'il y a, c'est que dans l'administration de la justice, il y a des gens qui sont punis, il y a des gens qui sont emprisonnés. Il y a des gens qui sont emprisonnés, d'accord, pour des vraies raisons. Il y en a d'autres qui sont emprisonnés pour des fausses raisons, parce qu'ils n'ont pas pu faire une preuve juste et légale de leur emprisonnement. Et ces gens-là, c'est payant. S'il y a 4 ou 5 travailleurs de l'État qui se trouve à servir un détenu ou un prévenu qui est emprisonné, automatiquement, c'est 70% que l'État va chercher dans vos poches. Écoute, que c'est payant pour lui. Donc, eux, plus ils créent des pénitenciers et plus ils incarcèrent des gens, plus c'est payant pour l'État. C'est de créer de l'argent. Et ça prend un moyen de créer de l'argent. Et les pénitenciers, c'est un moyen de créer de l'argent. Il n'y a pas de dette ici. Les hôpitaux, c'est un moyen de créer de l'argent.
Les banques, les routes, les catastrophes naturelles, c'est des moyens de créer de l'argent parce que c'est payant. On développe la technologie, la science se développe elle-même. C'est tout payant pour les gouvernements alors que l'être humain ne possède absolument rien. Exact. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, bon, ben c'est bon. Écoutez, je vous parlais de cette pause, elle va arriver. Donc finalement, ce qui arrive, pour résumer ça bien vite pour vous, c'est que vous présentez en cours, comme je vous disais, dans votre exemple, et puis la cour cite la personne juridique qui porte votre même nom. Si vous vous présentez pas ou la représentez pas, ils peuvent pas rien faire contre vous, l'être humain. C'est ça que vous devez comprendre, parce qu'ils n'ont pas normalement juridiction sur vous en tant qu'être humain. Donc, pour le faire, ils doivent vous attirer dans leur système. Un coup, vous représentez cette personne légale. Ah, ben là, vous êtes pris dans leur système, dans leur fonctionnement, dans leurs lois, qui, disons-le, ne sont pas réellement des lois. Ce sont des statuts qui ne s'appliquent pas à la personne, justement, en chair et en os, mais s'appliquent à votre personne juridique. Alors, je vous l'avais dit que c'était pour chauffer. Je vous l'avais dit que c'était pour être beaucoup de concepts et beaucoup de choses à comprendre, surtout si j'ai jamais entendu parler de ça. Ne vous gênez pas, vous pouvez écouter l'émission autant de fois que vous le voulez. Et puis, ben, je vais ouvrir les lignes après la pause. Au pire, allez, si vous êtes là, on va sûrement aussi avoir notre invité dans le futur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous avez déjà entendu parler. On a ouvert déjà des portes sur bon le système financier, puis sur ben, il y a des choses peut-être qui vous étonnent un peu. On va y revenir après la pause, telles que votre compte bancaire vous appartient pas. Finalement, votre voiture vous appartient pas vraiment non plus, ni votre maison. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui vous appartient. Vous devez comprendre pourquoi. Alors, le numéro de téléphone pour nous rejoindre après la pause, c'est 514-987-3000, poste 1610. Je répète, 514-987-3000, poste 1610. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes là en ligne en direct, c'est merveilleux. Sinon, ben, vous pouvez toujours m'envoyer des courriels avec vos questions que je pourrais collecter puis ramasser pour monter un dossier pour la prochaine rencontre avec notre invité à l'adresse Baraka Gaia, alors BARAKAGAIA, commercial yahoo.ca. Alors n'hésitez pas, vous avez l'adresse aussi sur le site de Choc FM, en réalité sur la page de l'autre monde. Alors voilà, on va partir avec une pause qui s'appelle le World Lounge Photo Viva, et puis on va se retrouver tout de suite après avec notre excellent invité. Vous êtes de retour? Un petit peu en retard, j'étais en train de jaser avec mon invité. Alors, on est de retour. Comme vous avez pu voir, c'est assez spécial comme sujet, et puis, comme je vous dis, il y a beaucoup d'informations là à comprendre. Alors, on va y aller étape par étape. Là, je crois qu'on a quand même bien défini ce qui se passe au niveau de l'identité. Je pense qu'on a réussi aussi un peu à démystifier un peu les deux règnes légaux qui existent, là, parce que là, vous avez, votre vie, comme je vous disais, votre être qui circule dans la vie, et puis pendant ce temps-là, vous assumez votre personne légale sans le savoir, et puis vous traversez la vie comme ça. Alors, on vient de déterminer les deux, on vient d'éclaircir en fait ces deux mondes-là, et puis c'est ça que vous devez comprendre, c'est que pour finalement avoir une main mise sur vous, pour vous faire respecter leur statut qui appelle des lois, ben ils vont par une petite supercherie finalement, et puis personne, en tout cas peu, en sont réellement conscients. C'est comme je vous disais, c'est qu'ils vous portent à assumer cette personne juridique, et puis là, ils vous aspirent dans leur système, et puis c'est là qu'ils peuvent avoir une main mise sur vous, parce que si vous travaillez comme être humain, sans numéro d'assurance sociale, si, comme Monsieur Normandin le fait, faire reconnaître et puis t'agis en personne, en être humain, ils n'ont aucune juridiction sur vous. Et puis ça, c'est une dure réalité pour eux autres, et puis c'est une réalité qu'ils aimeraient bien garder, je dirais dissimuler pour pas employer des termes plus sérieux que ça. Donc, Jacques-Antoine. Oui. On parlait, il y a quelque chose probablement qui a accroché l'oreille des gens, et puis en fait c'est deux choses qu'on a besoin d'éclaircir. Je dirais, j'ai entendu ça une dizaine d'années, probablement que je serais resté un peu pantois. Sauf que quand on comprend finalement le cœur du système, sur quoi que la Constitution du Canada est basée, tout devient clair. C'est pas une question nécessairement si c'est personnel de croyance. On peut croire en quoi ce qu'on veut, la religion, ça c'est une question personnelle. Mais vous devez comprendre qu'au Canada, finalement, la Constitution au complet, la charte, tout est basé sur la loi suprême au Canada. La loi suprême est basée sur quoi? Est basée sur la suprématie de Dieu et la primauté du droit. C'est ça. La primauté du droit se trouve à... Normalement, on disait la loi est la vertu. Aujourd'hui, la loi n'est plus la vertu. La loi, elle est le commerce elle-même.
Et c'est pour ça que je disais tantôt, je suis monarchiste. Il y en a sans doute qui ont fait un saut parce qu'ici au Québec, on n'a pas reçu la reine et on l'accepte pas. Écoutez, je pense pas que ce soit les gens eux-mêmes qui n'acceptent pas la reine. Ils ont été tout simplement mal informés par sans doute certains médias qui en avaient contre la monarchie et tout ça. Oubliez pas qu'en 1897, écoutez bien ce que je vais vous dire là, le chapitre de loi 53 de 1897 accordait l'immunité à tous les juges qui pouvaient rendre des jugements sans désavouer les lois, là. Ils pouvaient rendre des jugements sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Et cette loi-là a été adoptée en 1897. Donc, si le gouvernement du Québec, parce que c'est une loi du Québec, si le gouvernement du Québec a adopté cette loi-là, qui permettait aux juges de violer, dans le fond, la Constitution, sans désavouer les lois qui sont inconstitutionnelles, automatiquement, quel était l'intérêt du gouvernement du Québec à, tout simplement, protéger les juges sur des jugements qu'ils peuvent rendre sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou des législatures de la législature du Québec, alors que le juge, la première chose qu'il doit faire, c'est de désavouer la loi qui est inconstitutionnelle. Donc, à partir de là, j'ai l'impression que la loi de l'impôt de la guerre de 1917 a été créée alors que les juges n'avaient pas le droit, par leur serment de discrétion sans doute, ou par leur serment de confidentialité, de révéler un serment de confidentialité, de révéler que cette loi-là était anticonstitutionnelle et que le Canada n'avait pas appliqué cette loi-là pour entrer dans les juridictions des provinces. Donc, quand on a créé la personne physique, on a sorti l'être humain de son identité, de son existence ici au Canada et au Québec, et c'était dans l'intérêt des banques. Ce n'était pas dans l'intérêt de l'être humain, ce n'était pas dans l'intérêt de nous, l'être humain, par nos traditions, par notre tradition religieuse, spirituelle, par notre tradition, par nos coutumes humaines. Le common law, c'est du droit coutumier, c'est pas du droit privé, alors qu'ici au Québec, on fonctionne avec du droit privé. Le Code Napoléon, c'est du droit privé, alors que le common law aux États-Unis et dans le reste du Canada, c'est du droit coutumier. Donc, c'était tout simplement des jugements rendus par les juges qui faisaient que on acceptait qu'un certain comportement qui s'est perpétué sur plusieurs années, fasse que c'était rendu une coutume et c'est accepté, tout simplement. Sais-tu, on pourrait appeler ça finalement un gouvernement de facto? Oui, c'est un gouvernement de fait, donc ce n'est pas constitutionnel. Un gouvernement de facto, c'est un gouvernement de fait, donc il n'est pas fondé juridiquement. C'est ça. Et ce qui n'est pas juridique est hors la loi, parce que juridique veut dire effet de droit. Mm-hmm. Donc, on est dans un gouvernement hors la loi qui est administré par des avocats et des juges. Ici, au Québec, c'est le barreau du Québec. Et n'oubliez pas que tous les juges qui siègent ici, même jusqu'à la Cour d'appel du Québec, qui est le plus haut tribunal, c'est tous des juges qui sont nommés à partir des membres du barreau du Québec, des avocats du barreau du Québec. C'est pas du common law, c'est pas des barreaux de common law des autres provinces. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'impartialité ici, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et les juges de juridiction du Québec, je dirais pas provincial parce que c'est plus une province ici, c'est un État en vertu de la loi E20.2, mais les juges de juridiction du Québec ici sont nommés par le ministre de la Justice, qui se trouve à être le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur. Imaginez-vous cette pauvre dame Lise Thibault, qui a été jugée pour, soi-disant, des abus de sa part, alors qu'elle est censée être sous l'autorité du jurisconsulte, celui qui lui donne des conseils, qui est censé la protéger, et c'est lui-même qui l'a poursuivi devant le comité exécutif du Québec. Et elle a de sérieux problèmes, c'est pas encore réglé. Et on applique l'ignorance, on exploite l'ignorance des gens, c'est de la spéculation pour tout simplement enrichir l'État en prenant une dame aussi honorable que Mme Lise Thibault. On l'a beurrée, alors qu'on regarde ce qui s'est passé dans le scandale des commandites, on regarde ce qui se passe dans l'affaire Norbourg, l'autorité des marchés financiers.
toutes ces institutions-là qui sont basées sur une loi ou sur des lois du gouvernement, et les gens s'en sortent avec des petits tapes ses doigts. Alors qu'on a beurré la lieutenant-gouverneur du Québec qui est censé sanctionner les lois. Vous savez qu'il n'y a plus aucune sanction légale des lois, c'est tout simplement symbolique depuis 1951. Puis ça, autant les lois fédérales que les lois ici de l'État du Québec. Et en 1985, mais Brian Mulroney, lui, se trouve avoir tout simplement mis un frein là-dessus. Il s'est approprié carrément l'autorité et les pouvoirs du gouverneur général et il a dévolu, c'est dans la loi du Parlement du Canada, chapitre P1 de 1985, dans lequel ils disent que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution du gouverneur général. Et ils l'ont dévolu. Écoutez, c'est aberrant. C'est incroyable. Et ces gens-là sont par usurpation en haute trahison contre le gouverneur général et automatiquement contre la reine. Pour ce qui est de la monarchie, oui, je suis monarchiste, oui, je suis un gardien des intérêts de la reine et de vous, qui êtes sujet de Sa Majesté. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Avant que tu commences, je veux juste pointer aux gens, surtout en tout cas les Québécois ici, parce qu'on est écoutés en France, que vous devez être conscient d'un fait bien simple, là, c'est que tous les députés qui arrivent, là, qui sont pour être sermentés, ils gèrent, c'est-à-dire ils sont assermentés sous la reine, là. Je veux dire, il faut qu'ils portent allégeance à la reine, là. C'est pas d'histoire qu'on vous raconte, là. Je veux dire, quand on vous dit que la reine, c'est le chef d'État ici, il y a pas d'erreur là-dessus, là. Il faut porter allégeance à la reine si vous voulez rentrer dans vos fonctions publiques. Je crois qu'il y a une personne qui avait réussi à s'en sortir sans le faire, mais c'est possible. Je veux dire, c'est ça que vous devez comprendre. C'est la même affaire pour à peu près finalement tous les postes officiels comme ça. Donc, continue, avec... c'est intéressant ce que tu viens de soulever là, parce que ça prouve que c'est du symbolisme politique et exécutif. Donc, ça veut dire que la reine, le gouverneur général, c'est une fiction. Et c'est comme, vous allez trouver ça drôle, mais c'est comme l'enfant qu'on dit qu'il n'est pas un humain. Donc, l'enfant lui-même qui n'est pas un humain devient une fiction. C'est tout simplement de dénaturer les mots dans leur existence, et c'est juridique. C'est seulement l'état juridique. Hein? Nous ne sommes pas dans un état policier ici, nous sommes dans un état juridique où, justement, ce pouvoir juridique-là se permet de transformer, selon son besoin ou ses besoins à lui, tous les termes qui font que l'administration de la justice y trouve son intérêt. Mais ce n'est pas dans votre intérêt. Donc, c'est la même chose. Le gouverneur général, quand on fait serment, autant les nouveaux arrivants que nous-mêmes, si on nous demande de prêter serment à la reine, automatiquement, on ne peut pas. Il vous demande tout simplement de tromper l'État en disant « je prête serment à la reine » alors qu'elle est dévolue. C'est comme si vous prêtiez serment au premier ministre du Canada. La reine, elle est normalement, elle est permanente. Hein? La reine, on dit à l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada que les droits qui tiennent à la souveraineté et à la royauté sont imprescriptibles, donc, et à votre allégeance sont imprescriptibles. Donc, les droits qui tiennent à l'allégeance et à la souveraineté sont imprescriptibles. Ça veut dire que ça ne s'efface pas par simple passage du temps. Alors que si les gens ont fait serment, alors que c'était Stephen Harper qui était premier ministre, puis qu'il est défait aux prochaines élections, le serment ne tient plus. C'est l'autre premier ministre, c'est une autre école de pensée, c'est une autre stratégie politique. Donc, c'est complètement ridicule et c'est l'administration de la justice qui permet ça, autant au Canada qu'au Québec. Et vous remarquerez qu'au Canada, généralement, l'administration de la justice et les premiers ministres proviennent quasiment tous du barreau du Québec. Mm-hmm. En général, ça a toujours été ça. Donc, vous savez, en France, on disait le roi est mort, vive le roi, alors qu'ici, en Angleterre, God save the Queen, Dieu sauve la reine. Hein? Donc, elle n'est pas morte, la reine. Et la monarchie, c'est quelque chose d'important. Toute votre protection est là. Les juges étaient censés appartenir à la reine. Aujourd'hui, ils appartiennent à la législature, au ministre de la Justice qui nomme les juges. Ils sont complètement en situation de conflit d'intérêts. Vous allez sur le code de sécurité routière. Quand vous êtes poursuivi pour une infraction à la route, écoutez, c'est le procureur de la Couronne qui est là, devant le juge, qui l'a nommé par son ministre de la Justice, et ils vont vous juger pour une infraction à la route. Écoutez, et c'est contingenté, ça. Donc, ils ont tant de tickets à adopter par l'administration de la justice. Si vous avez un avocat, vous avez une chance de vous sauver, justement, de l'infraction qui vous est reprochée. Si vous en avez pas, généralement, vous êtes condamné.
Et à gauche et à droite, qu'est-ce que vous voulez? Les gens n'iront pas chercher un avocat pour une infraction qui coûte 500 $ d'amende. Ça va coûter plus cher d'avocat. Vous comprenez? Ouais. Donc, écoutez, ils savent, le système est fait comme ça. Et c'est peut-être l'institution qui a les plus gros revenus au Québec. C'est une institution privée, c'est une corporation, le Barreau du Québec. Et le vérificateur général n'a pas à faire dans les livres du Barreau du Québec. C'est bizarre. Là, tu viens de toucher exactement le point sur lequel que je m'en allais. C'est excellent. On est sur la même longueur d'onde. Écoute, l'idée, c'est ça là que les gens doivent comprendre, là, c'est que la raison de tout ce système-là, finalement, on l'a touché un peu tout à l'heure, on en a parlé, mais je veux vraiment si vous voulez, le mettre en simple terme. Si ce système-là est tout en place depuis votre naissance, oui. Si le Canada peut emprunter de l'argent, construire des ponts, des routes, c'est qu'ils peuvent emprunter cet argent-là. C'est quoi la promesse, eux autres? C'est quoi les collatéraux? C'est vous, c'est nous, c'est les êtres humains sur lesquels ils misent. Et puis nous, finalement, on est un peu comme des commerces à exploiter. On est des raisons sociales. On est des entités qui rapportent énormément d'argent. Finalement, c'est un système qui est là pour faire de l'argent. On l'a dit tout à l'heure, les catastrophes, tout ce qui se passe, c'est là pour générer de l'argent. Donc, on est un peu comme dans le film La Matrice, on est un peu des batteries du Racel qui sont là à pomper de l'argent dans le système, finalement, à des raisons de créer de l'argent dans le système. Ça l'explique beaucoup d'affaires aussi, parce que ça l'explique pourquoi finalement on n'a plus un système de santé, on a un système de maladie. Ils font plus d'argent quand les gens sont malades. On avait eu une émission ici avec deux avocats, dont le maître Brochu de Québec, et on parlait du système de la justice civile qui était complètement capoté. Je veux dire, il n'y a plus aucune justice. En réalité, c'est un système à 2, 3, 4 vitesses. On comprend maintenant un peu plus pourquoi, parce que finalement, c'est un peu comme penser à une petite gang, qui sont dans leur sol. Et puis, ils se disent, on part une société qui s'appelle le Barreau dans ce cas-ci. Et puis, on crée un livre de loi puis tout. Et puis là, ben, ces lois-là s'appliquent qu'à cette clique-là, cette société, ce club, appelez-le comme vous voulez. Sauf qu'avec cette fiction qu'ils ont créée, ben, ils vous attirent dans leur société. Puis après ça, leurs lois s'appliquent à vous. Mais en réalité, elles ne s'appliquent pas à vous. C'est ça que vous devez comprendre. Ça a des répercussions incroyables dans le sens que ce que vous avez devant vous quand on parle du système légal privé, finalement, ça se trouve être un commerce. Vous retrouvez devant le Canada, qui est une corporation qui est enregistrée à la SEC, la Security and Exchange Commission. On se retrouve devant des corporations. Le Canada, c'est une corporation, c'est une entité privé, finalement, qui génère des profits, qui est géré tel quel. Puis là, on va ouvrir, comme on dit en anglais, the can of worms, la canne de verre, c'est-à-dire que là, la boîte de Pandore vient de s'ouvrir, parce que là, on va tomber dans toute la facette financière de ça, qui, elle, écoutez, pourrait prendre probablement plusieurs émissions. Mais vous devez comprendre que c'est une histoire de cash, finalement, cette histoire-là. Et puis, tant que vous êtes ignorant de ce qui se passe, ben vous êtes un peu la vache qui se fait traire sans le savoir. Sauf que quand on commence à comprendre ce qu'on est en train de mettre sur la table aujourd'hui, ben il y a peut-être moyen de s'en servir. Il y a peut-être moyen d'en tirer finalement son épingle du jeu et puis de comprendre qu'il y a des choses qui sont là qu'on peut utiliser, mais qu'on n'a finalement jamais été informé. Là, on parlait des comptes de banque. Oui. Là, on pense qu'un compte de banque à notre nom, ça nous appartient. Ça ne nous appartient pas. OK? Ce que Jacques-Antoine a déclaré tout à l'heure, c'est pas des folies, là. Votre compte de banque ne vous appartient pas. Ouais. On va parler de ça. On va parler ensuite, j'aimerais ça que tu éclaircisses justement le fait que le barreau a un set de lois qu'on appelle des lois, mais qui finalement s'appliquent à votre personne juridique, à votre personne légale, mais ne s'appliquent pas à vous, qui opérez dans ce qu'on appelle la common law qu'on a parlé tout à l'heure, la loi commune. Comment tu l'as appelé tout à l'heure? T'as la loi, tu as donné un nom tout à l'heure que j'ai oublié. Anyway. Et puis, vous devez comprendre que finalement... le Code civil du Bas-Canada, peut-être, oui. Qui... Le Code civil du Bas-Canada, qui se trouve à être, si tu veux, l'origine du Code civil d'aujourd'hui, mais qui est tout déformé aujourd'hui. Le Code civil, depuis sa réforme, là, écoute, ça ne représente plus le Code civil du Bas-Canada. On oublie ça, là. On oublie ça, c'est ça. Oui. Même au Québec, je ne sais même pas si on a encore des cours où on peut être jugé pour l'être humain. Tu sais que le Code civil du Bas-Canada a été aboli en 2001, et pourtant, on continue à appliquer le Code civil du Bas-Canada. On en fait des références encore aujourd'hui. C'est vraiment n'importe quoi, finalement, là, aujourd'hui. Le Code civil du Bas-Canada,
Canada, c'était dans le fond la base du vrai fonctionnement Du common law. civil. Non, c'était pas du OK. common law, c'était quand même du code civil français, mais je pense qu'il était à sa meilleure expression. Aujourd'hui, on a dénaturé ça, c'est strictement commercial. Uh-huh. Et le Code civil du Bas-Canada, c'est sur la loi sur l'harmonisation Uh-huh. du Canada, l'harmonisation dans certains éléments où on a dit en matière juridique, l'harmonisation juridique, que ça abolissait le Code civil du Bas-Canada de 1865. Donc, automatiquement, il n'existe plus. Uh-huh. Pourtant, ils en font référence quand même. Tu sais, les juges et les avocats continuent à en faire référence quand même. OK, Mais OK. on va pouvoir toucher quand même à la question de la banque et tout ça. Ouais, non, t'es très bien informé. Écoute, tu soulèves des points, les gens peuvent tout aller vérifier, c'est ça qui est l'important ici. Donc, ce que j'en venais à dire, c'est que finalement, vous devez comprendre, je le répète encore, c'est que c'est deux mondes juridiques dans lesquels on opère. Vous avez, vous, en chair et en os, et puis vous avez ce qu'on appelle le système légal, le système commercial, en fait, c'est UCC en anglais. Ouais. Et puis, ce système-là est là pour enrichir ceux qui savent comment il fonctionne, mais il y a aussi des choses à comprendre pour nous qui peuvent nous aider. Là, on va toucher à la Oui. question des comptes en banque. Comment ça se fait que notre compte en banque ne nous appartient pas? Premièrement, il appartient à la personne juridique qui a l'immatriculation de l'assurance sociale. Et dans plusieurs banques, dans plusieurs institutions financières, vous allez voir qu'on parle de personnes physiques. Vous allez rentrer, il y a de la publicité, il y a des affiches dans cette succursale-là pour faire la promotion de certains programmes bancaires. Et là, on parle tout le temps de la personne physique. Et la personne physique, c'est une raison sociale. Moi, ça a été confirmé par Madame Claire Dutil et son superviseur, Monsieur Robert Gibson, de l'Agence du revenu du Canada, dans le dossier de Rosaire Blouin, dans lequel ils ont dit que c'était une raison sociale, aussi connue sous le nom de Rosario Blouin ou Rosaire Alphonse Blouin. Donc, c'est des raisons sociales. Une raison sociale, c'est une entreprise individuelle, c'est une personne physique, et si elle n'est pas enregistrée au registraire des entreprises, elle est enregistrée automatiquement par Revenu Québec, ou par l'agent, ou au départ par l'agent, le gouvernement canadien, par le numéro d'assurance sociale. Donc, quand tu es immatriculé du numéro d'assurance sociale, ça te permet automatiquement de payer des impôts. Ça te permet de payer des impôts, ça te permet d'avoir un permis de conduire, ça te permet d'avoir un certificat d'assurance maladie, ça te permet aussi d'avoir un passeport canadien. Et il y a des gens qui aiment voyager, donc jamais ils vont renoncer à leur identité, c'est-à-dire à faire respecter leur identité d'être humain à cause de leur passeport. Vous savez que présentement, nous sommes sur la corde raide. Tu penches à gauche ou à droite. Tu acceptes de représenter la personne physique, mais sans t'identifier à elle, ou tu t'identifies à la personne physique en renonçant à protéger ton identité d'être humain pour ne pas perdre les privilèges de la loi, mais aussi pour être toujours coincé par les peines prévues par la loi pour la personne physique, mais pas l'être humain. Moi, je vais vous dire que toute infraction doit être payée. Il n'y a pas personne qui a le droit de renoncer à payer une infraction, peu importe qu'elle soit juste ou non. Vous n'avez pas le droit de renoncer à payer cette infraction-là, pour le motif que si vous connaissez vos droits, vous allez aller chercher dans le compte de votre numéro d'assurance sociale, qui est un compte de la Banque du gouvernement, OK, ou qui est un compte enregistré à la Banque du Canada. La Banque du gouvernement, c'est le code 177, alors que la Banque du Canada, c'est le code 117. C'est pas compliqué, c'est deux banques différentes. Comme les caisses populaires, c'est le code 815 qui se trouve à codifier les caisses populaires et tout ça. Donc, vous avez le droit d'aller chercher votre identité et de protéger cette identité-là à partir de ce numéro d'assurance sociale-là. Il faut demander au gouvernement de vous donner votre compte et de vous donner tout l'argent qu'il possède en votre nom d'être humain. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que pour ce faire, j'ai enregistré un PPSA, donc ils appellent ça le Personal Property Security Act, qui est l'équivalent du RDPRM ici, qui est le registre des droits personnels et réels mobiliers. Et j'ai enregistré un privilège de 90 milliards de dollars en 2003. Le 30 juin 2003. Ça a été signé par le gouvernement d'Ontario et j'ai reçu ça chez moi. Et c'est drôle, c'est le premier document dans ma vie que c'était indiqué Jacques Joseph Pierre-Antoine Normandin, a natural man created by God.
Et écoutez qu'il y avait 90 milliards de dollars qui étaient écrits dans ce document-là. Là, Jacques-Antoine, Oui. il parle de quoi, là? Là, il parle que C'est une caution, c'est une garantie. quand le gouvernement crée cette fiction commerciale qui porte le même nom, Oui. on crée un compte. Oui, voilà. Littéralement. On parle pas de votre compte que vous avez là à la caisse là ou quoi que ce soit. Là, on parle d'un compte que le gouvernement a ouvert, Qui appartient à l'État. qui appartient à l'État. Oui. Comme on vous disait, ils font de l'argent avec vous. Là, c'est pas des farces. Là. Vous rapportez de l'argent. Puis vous le savez pas, vous, là. Il y a personne qui sait ça Non. réellement là. Non. Et puis cet argent-là est là. Ça a toujours été là. Et puis il y a des montants faramineux là-dedans. C'est pas de l'argent pour faire des parties, prendre de la coke là. Non. OK? On s'entend là. C'est pas. Ouais. C'est un compte fiduciaire finalement Oui. qui existe. Oui. Et puis que le gouvernement se sert, mais auquel vous avez accès, mais dont lequel vous n'avez jamais été informé. Voilà. Là, vous avez des personnes qui ont commencé à retracer ça. Ça a commencé dans l'Ouest canadien. Là, ici, on a une personne exceptionnelle qui a commencé à le faire ici au Québec. C'est réel de ce qu'on parle, Oui. OK? C'est pas des choses... là, il y a monsieur là qui est en face de moi, il a reçu la lettre, OK? Voilà. Le chiffre est là, ces comptes-là existent. On peut aller se réapproprier ces comptes-là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Est-ce que c'est de l'argent pour faire des sorties, aller voir des films? Non. Non. C'est de l'argent qui est garanti sous la Charte des droits et libertés pour subvenir aux besoins de la personne, les besoins de base. On parle logis, manger, transport, et on parle aussi des infractions, des trucs genre les hypothèques, les affaires comme ça. Tout Alors, ce qui paye le gouvernement. voilà. Alors, il y a moyen de créer un lien vers ce compte-là. En fait, le lien est déjà là, c'est de l'activer, d'en prendre possession, Voilà. et puis de payer ces choses-là avec ce fonds-là. Est-ce que j'ai bien résumé la Oui, situation? c'est exactement ça. Alors, regarde, mon PPSC de 90 milliards de dollars sert de caution, si tu veux. Je vais vous dire ce qu'il y a là-dessus. Sur ce PPSC-là, on a mis en garantie mon numéro d'inscription sur mon certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et pour chacun de vous, là, ouvrez ce certificat de naissance-là que vous possédez, là. Et quand vous allez aller sur le numéro d'inscription, je vais vous expliquer ce qui est écrit. Ça commence tout par 1, qui veut dire le Canada. Ensuite de ça, c'est votre année de naissance. Moi, c'est 1951. Ensuite de ça, vous avez tous le numéro 04, qui veut dire Québec. Et moi, c'est le numéro 149-844, qui est le numéro de compte à la Banque du Canada. On a Ça, pris ce ce chiffre-là numéro... est inscrit où, excuse-moi? Comment? Ce chiffre-là est indiqué où? Il est indiqué c'est dans le numéro d'inscription sur votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. D'accord. Et ça, c'est une personne, ils ont pris, si tu veux, l'identité de l'être humain, ils l'ont rendu juridique, mais pour l'État seulement, pas pour nous. Donc, c'est pour ça que votre certificat de naissance, c'est le nom de vos parents, mais c'est leur nom juridique. Donc, vous verrez pas le nom de votre père comme moi. Mon père, c'est Joseph Gilles Victor Normandin. Tu comprends? Mais sur mon certificat de naissance, c'est marqué Gilles Normandin parce que c'est son numéro d'assurance sociale qui est là. D'accord. C'est la même chose pour ma mère. Donc, c'est les personnes juridiques qui sont là. Et sur le talon, ben, c'est certain que c'est la personne juridique. C'est pour ça que sur votre certificat de naissance, quand vous demandez la grande formule au directeur de l'État civil, vous allez voir le talon en bas, tu es obligé de revirer le formulaire à l'envers pour lire le nom, parce que c'est deux entités complètement différentes. Donc, moi, ils ont pris le numéro d'inscription en question et ils l'ont mis dans le PPSC pour enregistrer ensuite de ça une caution ou un privilège. On appelle ça un privilège, c'est ça qui est écrit sur le document. C'est un privilège enregistré de 90 milliards de dollars qui tombait échu pour eux en 2008. Mais ça tombait échu pour eux en 2008, mais pour moi, c'est pas échu. Parce qu'ils ont reconnu mon identité d'être humain à moi. Ils ont pris, dans le fond, le numéro d'inscription qu'ils ont créé eux-mêmes. Et c'est à moi, ce numéro d'inscription-là. C'est un bond, ça. Donc, pour moi, le PPSC n'est pas échu. Il est pour eux, mais pas pour moi. Et je continue à fonctionner, d'autant plus que le gouvernement, après avoir rempli les fameux documents, ils n'ont pas honoré ce contrat-là entre le gouvernement et moi-même. Et aujourd'hui, moi, en 2007, avant qu'il soit échu, j'ai notarié sous assermentation un document dans lequel j'ai pris un droit d'auteur sur mon statut d'être humain. J'ai un droit d'auteur sur mon statut d'être humain. Imaginez-vous, quand on est rendu qu'il faut enregistrer un droit d'auteur sur ton statut d'être humain pour être protégé, et je l'ai enregistré, moi, à la firme Guy Verrier en France, ça m'a coûté des sous.
Je pouvais pas l'enregistrer ici au Canada parce que je ne reconnais pas la portée juridique des lois autant du Canada que du Québec, puisque la reine n'est plus là. Depuis la dévolution du gouverneur général, la reine n'est plus là. Les sanctions royales sur les lois sont complètement fictives. Donc, c'est carrément implicite. C'est de la fiction, ça ne tient pas. Donc, j'ai enregistré chez Guy Verrier. Et là, j'ai le fameux document de 90 milliards. Et à partir de là, je l'ai inclus à l'intérieur d'une fiducie. Donc, ce fameux 90 milliards-là, comme tu disais, c'est pas de l'argent qu'on va utiliser comme ça, à gauche et à droite, à qui mieux. Ça se trouve à réaliser pour vous une conscientisation de ce que vous pouvez avoir en pouvoir face au gouvernement, parce qu'oubliez pas que si vous voulez cet argent-là, vous la donnez au gouvernement. Vous dites, garde, présentement, tout vous appartient, mon compte de banque, ma maison, ma voiture, mon bateau, mon avion. Quand je prends mon voyage, vous possédez mon identité, c'est ça qui me permet à moi de partir en voyage. Vous êtes propriétaire de ça. Moi, j'arrive au gouvernement, je dis, regardez, il y a 90 milliards. Aujourd'hui, je vais le placer dans les bons d'épargne du Canada, mettons, les obligations d'épargne du Canada. Et ça appartient à l'État. Je peux arriver et me dire, regardez, on va le prendre, le fameux 90 milliards, puis on va le mettre dans le compte de banque de Jacques Normandin, qui a tel numéro d'assurance sociale, et automatiquement, ça appartient à l'État. On vient de créer de l'argent, sauf que c'est de l'argent dette. C'est ça. Donc, et est-ce qu'on peut continuer d'endetter le pays, de s'endetter soi-même sur de l'argent dette? Non. Donc, j'ai trouvé la solution à ça. Et le fameux 90 milliards en question, je l'ai réduit à une valeur de 100 millions. 1 millième de sa valeur. Donc, vous savez qu'1 millième de sa valeur, automatiquement, c'est certain que ça va être enregistré dans une fiducie. Je vais l'enregistrer dans mon UCC aux États-Unis. Il va être enregistré au registre des droits personnels et réels mobiliers, puis dans mon PPSC. Et ensuite de ça, c'est certain qu'il y a d'autres institutions à travers le monde qui vont recevoir cette formulation-là, cette dévaluation, si tu veux. Écoutez, il faut à quelque part être conscient que perdre 90 milliards de dollars puis dire qu'aujourd'hui il vaut 100 millions, écoutez, c'est tout simplement une question de conscience. Ce n'est plus d'exagérer, de vouloir posséder la terre ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est tout simplement d'arriver et de dire, regarde, on va ramener les vraies valeurs. Pour moi, 100 millions de dollars, il n'y a pas de dette. Ça devient pour moi de l'argent net, parce que ça n'appartient pas à l'État. Qui vous endettez, c'est l'État, c'est pas vous. Mais non. L'État, qu'est-ce qu'il fait, lui? Par des lois, il va créer des programmes sociaux. Les gens n'arrêtent pas de demander au gouvernement de créer une loi pour ci, une loi pour se protéger, alors que le gouvernement, ça fait son affaire de créer une loi, parce qu'il crée à l'intérieur de ça de l'emploi, dans lequel il va chercher au moins 70% de vos revenus en taxes directes et indirectes. Vous savez, les loteries, c'est une taxe, ça. C'est pas déguisé, c'est une taxe directe et c'est volontaire. Il y a des gens qui se sont mis dans la rue avec ça. Les amendes, c'est des personnes physiques qui sont concernées, c'est pas l'être humain. Quand on dit il a tué quelqu'un, écoutez, le gouvernement se permet de dire qu'un enfant n'est pas un humain, puis qu'on peut le tuer sans commettre un meurtre ou un homicide. Alors que quelqu'un à côté va dire, écoutez, moi j'ai tué mon voisin, et puis c'est un meurtre. Pas du tout. Son origine, par rapport à la loi, est juridique. Donc, l'être humain, même après sa naissance, son origine est juridique. Il reste juridique. Donc, le gouvernement, dans le fond, c'est quoi? C'est du commerce de la justice. Il vous ment, il vous trompe. Il ne vous donne pas l'heure juste sur la vraie signification des termes, des expressions françaises, comme enfant. Dans mon livre à moi, c'est un être humain. Il n'est pas juridique. Il est une créature de Dieu. Et si pour faciliter l'administration de la justice dans l'application de l'avortement, c'est-à-dire pour tuer un enfant, le gouvernement a dit, garde, on va dire que l'enfant n'est pas humain dans le sein de la mère, il devient un être humain le jour de sa naissance. Oui, mais il demeure tout le temps un être humain juridique, puisqu'on dit que c'est un enfant. Puis un enfant, dans mon livre à moi, sur toute la planète, dans tous les dictionnaires de la planète, un enfant, c'est un être humain. Ah ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. C'est pas le Québec qui peut se permettre de dire, nous sommes dans notre administration juridique de la justice, les rois et maîtres de la planète, ils peuvent pas prétendre ça. C'est complètement ridicule. Finalement, ta démarche, on arrive, il nous reste une petite quinzaine de minutes.
Ta démarche, elle s'inscrit, bien souvent, les gens vont penser que là, on parle de ça, pourquoi? Pourquoi qu'on ferait ça? Pourquoi toi, t'es allé chercher ta personne, pas ta personne, c'est-à-dire, pourquoi t'es allé chercher tes deux identités? C'est-à-dire que t'as fait reconnaître que t'es un être humain. Puis là, on dit ça, c'est faire connaître, c'est écrit aussi, là, ils l'écrivent, là, c'est-à-dire... Ben, écoute, ça, je vais te l'expliquer. C'est quelque chose quand même qui est simple. Étant donné que j'ai deux identités, je voulais avoir deux comptes bancaires. Parce que je vais en venir à ce que je veux dire, tu me diras ce que tu as à dire aussi, là, mais parce que bien souvent, dans la tête des gens, vont dire, ouais, mais pourquoi faire ça? Pourquoi se donner tant de troubles puis tout, puis aller se reconnaître comme être humain, puis pourquoi renoncer à ma personne ou pas le faire, ou on parlait de voyager ou quoi que ce soit. Il y a bien des gens aussi qui vont penser qu'on fait ça pour simplement se pousser de payer de l'impôt, des affaires comme ça. Ou il y en a qui vont penser c'est pour essayer de faire tomber le système. Il y en a qui vont dire ouais, mais là, si le gars il a plus de permis de conduire, il a plus besoin de plaques d'immatriculation ou quoi que ce soit, là, c'est le free for all, tu sais, c'est quoi qui arrive, là, tu sais, on a besoin quand même de certains règlements, des lois, on a besoin de faire fonctionner ça, sinon n'importe quoi va arriver, ça va être l'énergie totale. Je viens d'en garocher pas mal de choses, là, mais qu'est-ce qui en ressort de ça? Dis-moi un peu ce que t'en... Pour ce qui est de l'impôt, moi, oui, je suis défiscalisé depuis 2001. Oui, j'ai été dans le dossier de Guylaine Langto. Et puis, justement, j'étais encore... je suis dans différents dossiers là-dessus. Le point important... Premièrement, j'ai jamais été contre l'impôt. Hein? Moi, je suis quelqu'un qui travaille avec la Constitution du Canada, sauf que je veux qu'on la respecte. C'est ça. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. Ouais. Et l'impôt, normalement, s'applique à l'être humain. Elle n'est pas censée s'appliquer à une personne physique. Ouais. Quand on a créé la Constitution canadienne pour la personne physique, en abrogeant l'article 93 de la Constitution canadienne, automatiquement, l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 devenait l'acte de l'Amérique du Nord britannique pour les personnes physiques, pas pour les êtres humains. Ça, c'est une chose. Et moi, par la reconnaissance de mes deux identités, la personne physique, Jacques-Antoine Normandin, c'est-à-dire la personne physique, Jacques Normandin, et l'être humain, Jacques-Antoine Normandin. En faisant cette distinction-là, je me suis dit, je vais aller chercher deux comptes bancaires. Il y en a un qui va m'appartenir. Pour une fois, je vais avoir un droit de propriété. Que je mette seulement 100 $ dans le compte bancaire, il va m'appartenir à moi. Il devient intouchable. C'est pas de s'empêcher de payer l'impôt. Pas du tout. Imagine, là, présentement, pour ouvrir mon PPSC, j'ai rempli comment on appelle ça, un payment voucher au Trésor américain, leur garantissant 90 millions de dollars. S'ils peuvent réussir à ouvrir mon PPSC de 90 milliards. Donc, tu sais, on doit renoncer à beaucoup de choses si on veut aller chercher des droits. Donc, ce qui est arrivé, dans mon cas à moi, c'est que j'ai réussi à ouvrir un compte d'être humain à la Banque Toronto Dominion. J'ai fait ça il y a 2 ans. Je l'ai fait avec le dossier de M. Régent Yvon Soucy. M. Régent Yvon Soucy et Mme Ghislaine Rose Paquin. Il demeure justement à Ville d'Anjou, dans mon logement là-bas. Et écoutez que ce compte bancaire-là a été ouvert pendant 11 mois. Le gouvernement du Québec a tout simplement émis un chèque de 48 000 qu'on a fait certifier à la Caisse centrale des Jardins pour le déposer dans ce compte-là. Ils n'ont jamais voulu déposer ce chèque-là dans le compte. Mais je vous mens pas, j'ai gardé ce chèque-là dans mes poches pendant 2 ans. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en bout de ligne, tant et aussi longtemps qu'on ne donnait pas une pièce d'identité comme le permis de conduire, la carte de chance maladie ou un passeport, qui permettrait au gouvernement de se référer directement au numéro d'assurance sociale, on n'acceptait pas l'activité dans le compte bancaire. La seule chose qu'on pouvait déposer dans le compte bancaire, c'est des billets de banque, c'est de l'argent liquide. Aucun argent scriptural. Il n'y avait pas de chèque là-dedans, on ne pouvait pas rien faire. Et quand ils ont fermé ou aboli l'activité bancaire dans ce compte-là. Puis compte, là, je vous le cache pas, là, c'est 42 88 63 104 95. C'est le numéro du compte bancaire d'être humain. Il a été ouvert seulement avec un certificat de naissance du directeur de l'État civil, donc ils n'ont pas trouvé de numéro d'assurance sociale là-dessus, et avec un affidavit avec leur photo dessus, expliquant leur statut d'être humain. J'ai monté l'affidavit, je les ai fait assermenter, et on a ouvert le compte bancaire à la Banque Toronto Dominion, ici à Sherbrooke, avec ces 2 pièces d'identité-là. C'est certain que je possède encore la carte de débit
du compte bancaire. On a encore le livret de banque et tout ça. Pour être sûr de protéger le compte, j'ai fait certifier un chèque que je n'ai jamais déposé, mais qui est quand même certifié. Et le compte n'est pas fermé. Ils peuvent pas, même s'ils ont aboli l'activité à l'intérieur de ça, puis ils disent, il est fermé. Pas du tout. Il existe. C'est le seul compte d'être humain au Canada qui existe. C'est ça, je te parlais, c'est probablement le seul. Oui, il y en a pas d'autres qui ont un compte comme ça. Et, écoute, pour moi, comme je dis aux gens, non, je suis pas un anarchiste, je suis pas quelqu'un qui est contre l'autorité, loin de là. Sauf que je veux qu'on reconnaisse mes droits et mon autorité d'être humain, c'est tout. Moi, jamais je vais contester un billet de contravention ou un reproche quelconque, je vais payer pour, parce que le gouvernement a créé tout cet argent-là, il la possède, je veux qu'il me la donne pour que je puisse payer les impôts, puisque je puisse payer les services de santé moi-même, pour que je puisse payer les amendes qui me sont réclamées par l'administration de justice, à tort ou à raison. Tu sais, il n'y a plus raison de contester si le gouvernement possède tout cet argent-là, que vous devriez normalement posséder, mais que vous n'avez pas accès parce qu'on vous cache des choses. Non, on vous traite comme un enfant. Évidemment, le gouvernement dit, gars, je vais m'occuper de tout, là, je possède de tout, je vais m'occuper de tout. Oui, mais il faut pas faire ça. C'est ça. Et c'est ce fameux serment de confidentialité des juges et des avocats et des politiciens, surtout dans l'administration de la justice, qui fait que vous n'avez pas accès à ce que je vous révèle aujourd'hui, qui sont quand même fondées dans des lois, même si elles ne sont pas juridiques, ces lois-là. C'est écrit dans la loi comme telle. Et on doit utiliser justement la loi, même si elle est elle-même hors la loi. Donc, quand j'ai ouvert le compte bancaire, c'est certain que ça ne rentrait pas dans la politique de la Banque Toronto-Dominion. Vous comprenez? Ouais. Mais vous savez qu'ici, on a tout privatisé. Et quand on a privatisé le Canada, qu'on l'a enregistré à la Commission de la sécurité des changes des États-Unis, comme on a privatisé le Québec, on violait l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. De la même façon que quand on a décidé de dire que c'est les ministres de la Justice et les premiers ministres qui nomment les juges, là, il y a un conflit présentement avec Charest et Maître Bellemare dans ce dossier-là. C'est une violation de l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. C'est ça. Est-ce que le Québec a signé la Constitution? Non. Est-ce que d'abord le Québec, là, les droits ou les lois au Québec sont fondées sur la suprématie de Dieu et la primauté du droit? Non. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de prouver que les lois ici sont juridiques, ont un effet de droit? Alors que l'article 33, puis je me répète, puis je veux bien que vous le sachiez, l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés abolit toute portée juridique et ignore votre identité pour l'application des lois au Québec qui n'ont aucune portée constitutionnelle et aucune portée juridique. Et c'est drôle que c'est les avocats et les juges qui font appliquer, qui font vraiment appliquer ces lois-là et qui exercent leur plein pouvoir sur l'exécution des lois, des sanctions, des peines, alors qu'il n'y a absolument rien ici. Vous avez raison de contester, mais allez chercher ce qui vous appartient. Allez chercher l'argent que possède le gouvernement et ne contestez pas vos amendes. Ne contestez pas le fait que vous allez payer demain de vos propres poches l'argent pour vos soins de santé parce que le gouvernement l'a créé. C'est à vous à payer. Vous devez sortir le gouvernement de ça. Même vous, les fonctionnaires du gouvernement, vous êtes pris de la même façon, même si le gouvernement ici a à sa charge au-delà de 540 000 employés de l'État. Écoutez, vous êtes dans la même situation que moi, qui est dans l'entreprise privée, vous avez droit à cet argent-là. Finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Finalement, Jacques-Antoine, écoute, il reste 2 minutes. Oui. Ce qu'on est en train de proposer, finalement, quand on y pense à ça, là, c'est de récupérer notre souveraineté, premièrement. Ouais. Hein? Mais avec respect, sans défaire le système. Parce que moi, c'est ça, il faut faire attention là-dessus parce que tout est juridique à travers la planète. Dans tous les pays industrialisés, l'OCDE et tout ça, tout est juridique. Écoute, tout le monde se plaint qu'on ne nous écoute plus, on ne nous représente plus, je veux dire, on compte plus pour rien dans tout ce qui se passe. Je veux dire, 70% des Canadiens sont contre la guerre en Afghanistan, on se retrouve pareil. Finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, écoutez, là, les gens ont ce sentiment d'impuissance
qui est une illusion, parce que en réalité, vous avez un tas de choses qui sont en place pour vous. Oui. Vous n'êtes pas conscient de ça. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas de jeter le système à terre, de tout déchirer. Non. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes capable de finalement de reprendre votre souveraineté individuelle, votre liberté, et après ça, c'est-à-dire de grandir, de passer de l'état d'un enfant et de venir d'égal à égal avec l'état de dire, regarde, moi je suis là, toi t'es là, et puis là on va rentrer en contrat tous les deux. Tu vas arrêter de me gérer, je vais payer mes comptes, je vais faire comme on va faire rouler le système, mais c'est moi qui va te le dire. T'es mon représentant, t'es pas mon boss. Voilà. Finalement, on est en train de mettre les pièces du casse-tête où elles doivent aller. Exactement. On comprend-tu? Exactement. Bon. Écoute, je vais te donner le plancher pour le mot de la fin. Tu as à peu près 1 minute et demie. Mais écoute, on va te réinviter, Jacques-Antoine, Oui. c'est certain. Mais c'est un message incroyable que tu viens d'apporter. Finalement, on est en train de dire aux gens, écoutez, là, vous avez un pouvoir incroyable. Vous pouvez faire des choses, vous avez des moyens de vous défendre, moyens de vous faire respecter. Il y a moyen de réaligner tout ce système-là pour qu'elle fonctionne comme était censé fonctionner. Si elle a déjà fonctionné de même, en tout cas. C'est une lueur d'espoir incroyable. Et puis je te laisse avec le mot de la fin. Écoute, je pense que je suis content aujourd'hui d'avoir pu m'exprimer dans ce studio ici. Et soyez assurés et ne vous gênez pas. Soyez vraiment confiants de vos pouvoirs. Vous pouvez exercer vos pouvoirs sans défaire le système. Vous pouvez tout payer. Vous n'avez pas besoin du gouvernement pour tout payer ça. Même vous, les fonctionnaires qui travaillez pour le gouvernement, vous avez un pouvoir extrême. Imaginez-vous que le gouvernement emploie beaucoup de fonctionnaires pour prélever des impôts sur le revenu. Vous êtes pénalisés, vous faites saisir vos biens, vos comptes de banque et tout ça, alors qu'il n'y a aucune raison de se faire puisque ça lui appartient. Il ne fait que reprendre possession de son administration. Et vous n'êtes que les représentants, vous n'avez jamais été les administrateurs du numéro d'assurance sociale, vous n'avez aucun contrôle là-dessus, mais de grâce, écoutez bien ce que je vous dis, payez vos amendes, payez tout ce que le gouvernement vous demande de payer, mais pour ce faire, vous devez trouver votre compte, vous devez ouvrir ce compte-là, qui est votre numéro d'assurance sociale. Il y a un PPSC qui fait l'exemple, dans mon cas à moi, dans lequel j'ai enregistré un privilège de 90 milliards de dollars sur le numéro d'inscription 1-1951-04-149-844, qui est mon certificat de naissance du directeur de l'État civil, et c'est de la fiction. Ce 90 milliards-là ne vaut absolument rien. Dans le fond, je l'ai réduit à 100 millions de dollars, et à partir de là, c'est par respect pour vous que je l'ai fait, et aujourd'hui, je vous demande de respecter votre identité, et sachez vous identifier comme être humain. C'est la base de votre pouvoir et de votre souveraineté, mais ne renoncez pas à administrer une personne physique qui a un numéro d'assurance sociale. Au contraire, prenez le taureau par les cornes. C'est vous aujourd'hui, parce que je vous enseigne, qui allez prendre le contrôle de votre immatriculation pour le plus grand besoin de la société et pour vous faire servir par l'État et non servir l'État. I'm a sovereign. Let's go traveling. When you are traveling, I know this shouldn't be necessary, but you're going to want to have a few things on you. One, what I would recommend, whether you make it yourself, but get it notarized, is this. Because if you fail to identify yourself as a sovereign police officer, they're going to assume that you're not, and that all acts and statutes apply to you and stuff like that. So there's my ID. Back, it's got a notary stamp on it, witnessing I am who I say I am, picture on it. Another thing you're going to want to have, there's my affidavit of truth. Now, what this is, which basically it's going to sum up everything you've done, whether when and that acts don't apply to you, who you are. I'm Joshua of the Novak family, no last name. Here's an important one. I do not have a date of birth. I do not have a date of birth or a last name, no legal name, just a family name which cannot be used in place of a last name. A flesh and blood living soul can in no way, in a court of law, prove when they were born, because it is all hearsay and not permissible, as it is not likely one can remember being born. Therefore, there can be no joinder made lawfully to a person, fictional corporate entity, unless I sign a piece of paper stating I choose to represent that person, and it is witnessed by a notary public. Any use of that person's name is done under fraud and without my consent. So there's a whole bunch of stuff like that, mentioning my claim of right for my property. The big thing is the back here.
It's when the police see this, they know it's legit. They know you're not just you're messing with them. And it's best to not mess with them. I mean, you don't play games because it's just going to waste their time. They're going to get angry. So just show them that. So you got the seal in that, so they see everything. There's the notice of addendum that we sent for our fee schedule to the government officials. My fee schedule that I would also hand the officer. Affidavit of truth for the notice of deregistration. What's this? This is actually my notice of understanding and intent and my claim of right. It's just a photocopy though, so there's no point going and showing. That's who it went to. Top 6 people in government. You really only need 4 that I know of. Then I also have the notice to the police in here that went off stating that of my status and that the claim was unrebutted and this and that, so they know. My notice of deregistration that it's not a registered motor vehicle to the Ministry of Transportation, and a self-made affidavit signed by previous owner, my dad, that I hold my property, this car, under the claim of right, section 39 of the criminal code, with my family stamp on it. Here's another police officer showing up. I've already informed the officers of my rights, this and that. Fucking cold. Officer, I just want to let you know I'm activating my fee schedule. It's the middle of winter. I am cold right now, and you're harassing me right now. So my fee schedule will be activated in 3 minutes. I suggest you contact a superior officer. Read that affidavit of truth. We're reading that right now, sir. We're trying to get... I know, I'm just freezing cold. Okay. I'm freezing cold, so... Okay. Okay, perfect. Here you go, Joshua. So, you don't have a driver's license, correct? No. And no insurance, correct? Do you have insurance? No. I'm working on that right now, doing it through, it's not a registered motor vehicle, right? So it's not under you guys' jurisdiction. I'm not trying to cause trouble or nothing, but I am getting insurance on it. But it's through my society that I'm part of. Okay, perfect. So I don't, obviously, like I only use it to travel around and get my girlfriend to work and stuff like that. Okay. So. Well, once you go on to the highway, you need to have insurance. So take care of all the proper avenues that you need to take. And if I make a determination that charges are applicable, I'm just glad that you made it home. You're safe. No one else got hurt. Because who wants you sued, right? No, I know, that's what I'm saying. Well, obviously, and even to go on the highway, I don't need insurance. I'm not obligated because I'm not doing commerce. That is driving, which requires a driver's license. So obviously, like I'm trying to say, I expect that people are going to pull me over and they're going to be like, what the hell's going on, right? But I'm not doing this because I want to break the law. I drive at the speed limit. You know what I mean? I don't want to hurt anyone. I don't drink and drive. I hate that shit. My aunt was killed by a drunk driver.